Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas Berthier, DSI de chez Trescal. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui te préoccupe pas mal et qui préoccupe beaucoup de DSI à mon avis. On va parler de la gestion de la connaissance dans les projets IT. Autrement dit, comment on fait pour manager la mémoire des projets pour qu'elle reste bien active et à jour. Mais avant de rentrer dans le sujet, comme d'habitude, j'aimerais bien qu'on fasse un petit saut dans le passé. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler de ton premier projet informatique ? Alors mon premier projet, ça commence à dater, c'était il y a plus de 20 ans déjà. Moi j'ai commencé comme ingénieur logiciel et donc je me souviens de ce projet dans le domaine des cartes bancaires. C'est une application développée en PHP et en Java avec des connexions à des coffrets cryptographiques. Voilà, c'était assez cahier des charges très riche, plein de fonctionnalités. Et moi quand je suis arrivé, c'était un projet qui était en cours et qui était déjà en retard. Voilà, c'est un grand classique. Un vrai projet aussi. informatique. Voilà, un vrai projet. Voilà. Et donc on est arrivé assez vite à la date butoir. Je me souviens d'avoir terminé très tard une veille de livraison. C'était ma première expérience d'aller livrer aussi un projet chez un client, donc j'étais un petit peu en stress. Et le jour de la livraison, ça se passe pas très bien, ça fonctionne pas comme on veut. On était connectés, on utilisait des terminaux de paiement électroniques qui vérifiaient des signatures de code. Donc quand on charge ça chez le client, ça se bloque. Notre interlocuteur client qui était assez impulsif, qui commence à prendre d'autres terminaux qui étaient utilisés en prod et qui se bloque aussi. Et donc assez vite, on peut plus rien faire. Et on se retrouve dans le bureau du patron. Voilà, ça s'est beaucoup mieux passé par la suite, mais voilà, on était dans le vif du sujet tout de suite. Ah bah tu sais quoi, ça me fait rire cette anecdote parce que je vais te raconter une anecdote que moi qui m'est arrivé avec avec une équipe de développement. On devait faire une mise en prod d'un système de paiement à 4h du matin parce que c'était le seul moment où la plateforme Asie commençait pas et la plateforme États-Unis non plus. Et on fait toute la démarche et à 4h du matin, au dernier moment, il fallait rentrer la clé de paiement. Et en fait, on avait oublié de demander au client la clé de paiement. Et bah du coup, on a dû tout rollbacker à 5h du matin. Ah oui. C'était un des plus grands fous rires de ma vie, après le désespoir de ça. On commence un petit peu par te présenter. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots tes jobs, un petit peu tes passions, ce que tu aimes faire dans la vie, comment t'en es arrivé là, ton parcours, succinctement. Ok, bon, donc côté pro, voilà, que tu l'as dit, je suis aujourd'hui DSI chez Trescal après un peu plus de 20 ans passés dans l'IT. On peut revenir après sur le parcours. Côté perso, voilà, je suis papa de 2 petits garçons, dont un qui est né très très récemment, il y a 2 mois. Voilà. Alors et du coup les passions, elles sont un petit peu en retrait actuellement. J'ai pas beaucoup de temps de m'y consacrer, mais il y en a une grande en particulier qui est la musique parce que je pratique le piano. Voilà, donc là c'est un petit peu en pause en ce moment, mais j'espère reprendre assez vite. Il y a un petit focus projet enfant. Voilà, exactement. Et puis après, aller rapidement le parcours, je l'ai dit. J'ai commencé en tant qu'ingénieur logiciel dans un grand groupe d'aéronautique en R&D. Assez vite, j'ai basculé sur l'aspect chef de projet, d'abord sécurité, puis en DSI. Un petit tour en expat aux États-Unis en tant que responsable IT. Et puis après, je suis passé de l'industrie au domaine des assurances pendant quelques années, d'abord comme dev manager, et puis après, un petit peu naturellement, de par un peu toutes mes expériences, on m'a proposé un poste de DSI, voilà, donc dans un petit groupe de courtage en assurance, et puis avant d'arriver il y a 1 an et demi maintenant chez Trescal, voilà, en tant que DSI. De toute façon, moi, très j'ai une question, résumée et alors. rapide. Ouais, j'ai une question qui m'a toujours un peu taraudé parce que quand on est jeune, on se fait une image du poste de DSI qui est un petit peu nébuleux. Est-ce que toi, tu as toujours voulu faire DSI ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme ça par les choix de la vie, mais je veux dire qui n'était pas forcément prévu au démarrage? Eh ben voilà, pas du tout. C'était pas du tout une ambition de ma part. C'est vraiment mon parcours en fait. Voilà, au fil de l'eau, voilà, des entreprises dans lesquelles j'ai été, des projets sur lesquels je me suis retrouvé, qui ont fait que
j'ai accumulé, je pense, une connaissance assez large, voilà, autant en développement logiciel que sur des projets d'infra, de sécurité, et peut-être tout cet agrégat, plus le fait que je m'intéressais, je pense, à des choses au-delà de la technique. Moi, j'aimais bien aussi, j'aime bien l'interaction avec les gens, comprendre les organisations, faire avancer les choses. Donc, j'ai envie de dire, ça s'est présenté comme ça, voilà. Et donc, ça me correspond aujourd'hui, je pense. Trescal, allez, qu'est-ce que ça fait, Trescal? Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est le leader mondial dans les services de calibration, donc qui offre à des entreprises industrielles une expertise sur tout ce qui est étalonnage, vérification, réparation et gestion de parc d'instruments de mesure. Voilà. Donc on couvre toutes les industries, toutes les grandeurs physiques. Et puis pour donner quelques chiffres, c'est à peu près 5000 personnes dans le monde aujourd'hui. Alors moi je suis DSI de Trescal France, pas Trescal monde. Et puis on est présent dans plus de 30 pays, 400 laboratoires. Voilà, en gros, c'est ça. Donc grosse entreprise. Oui, tout à fait, et qui en plus, voilà, une dynamique de croissance assez forte, donc qui continue de grossir. Bon, on va rentrer dans le sujet du jour. Alors c'est pas un sujet simple, parce que c'est un sujet qui est un peu un serpent de mer dans les DSI depuis que moi j'ai commencé l'informatique, j'imagine bien avant. La gestion de la connaissance dans les projets IT. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on parle? Alors oui, je vais essayer. Je vais dire moi. Ne soupire pas. Qu'est-ce que je mets comme notion derrière? Alors, je sais pas si on prend un peu la version théorique. C'est plutôt un processus pour identifier, formaliser, organiser, stocker les informations au sein d'une organisation. Maintenant, pour moi, plus concrètement, il y a un parallèle avec la mémoire et le cerveau, en fait, voilà, c'est toute l'accumulation, l'organisation des informations, et puis leur réutilisation à plus ou moins long terme. Côté IT, si je prends qui est plus ma spécialité, c'est vaste, ça va de tout ce qui est les expressions de besoins, les specs, les documents d'architecture, les procédures, mais aussi pour moi c'est toute l'histoire des projets, en fait, le déroulé, comment ils sont faits, quelles décisions on a prises et pourquoi, quels problèmes on a rencontrés, comment on les a résolus, voilà, tout ça, ça rentre dedans et il faut réussir à l'agréger, à pas le perdre. C'est les échanges avec les clients, c'est peut-être plus sur des thématiques un peu communes entre nous, c'est tout ce qui est le code, la documentation associée. Sachant que moi, j'ai jamais cru à la fameuse phrase la documentation, c'est le code. Je pense qu'il faut mettre pas mal de choses autour. Voilà, puis après, il y a tout ce qui est plus large au-delà de l'IT, tous les process métiers, parce que là, on est en interaction forte avec tout ça. Donc, tout est lié. Donc, la thématique, c'est comment on stocke, comment on organise tout ça et comment on le rend exploitable. Moi, c'est un peu ma définition, on va dire, de la gestion de la connaissance. Et pour toi, est-ce que c'est un sujet qui est plus d'actualité maintenant qu'il y a 20 ans en arrière? Bonne question. Je pense que c'était déjà un sujet d'actualité il y a 20 ans en arrière. Peut-être si on pouvait dire le plus, moi je le vois par rapport à tout cet historique qui s'est accumulé déjà, et donc on doit faire avec aujourd'hui, et souvent les projets qu'on mène ou moi les services, les applications que je dois maintenir, elles sont le fruit de tout cet historique. Donc c'est ça cette accumulation fait que c'est un sujet important. Je pense aussi qu'il y a à mon avis, voilà, il y a plus de complexité aujourd'hui. Il y a une plus grande masse d'informations. Tout va plus vite. Donc, moi, j'ai l'impression, voilà, c'est ça qui fait que peut-être on peut dire que c'est plus un sujet aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Voilà. Moi, mon avis sur le sujet, c'est que c'est aussi un sujet parce qu'il y a un turnover dans les entreprises qui est beaucoup plus grand. Maintenant, qui connaît vraiment quelqu'un qui est resté 15 ans dans une boîte? C'est plus le cas, et je pense que ça joue beaucoup parce que du coup, la mémoire humaine, elle disparaît en même temps que la personne part. Exactement, oui. Non, mais tout à fait. Il y a ces thématiques-là voilà. Alors, quand on est dans des entreprises industrielles, souvent il y a des applications qui datent d'il y a longtemps et où des personnes ont travaillé, peut-être aujourd'hui peuvent arriver à l'âge du départ à la retraite. Et puis comme tu le disais, il y a certainement, on change de job, culturellement aujourd'hui plus facilement qu'il y a 20 ans. Voilà.
Concrètement, quand on essaye de mettre ça en place dans son entreprise, c'est quoi aujourd'hui les problématiques qu'on trouve, les grandes problématiques qu'on trouve autour de la gestion de projet, puis après on essaiera de voir un peu dans le détail qu'est-ce qu'on peut y faire. Le plus gros sujet à adresser pour moi, c'est le côté perte de connaissances. En fait, c'est effectivement quelqu'un qui part, ou qui parfois bouge dans l'entreprise, et puis ceux qui passent derrière, comment ils font, où est-ce qu'ils trouvent l'information. Donc ça c'est une des plus grosses problématiques. Avec le pire truc, c'est se retrouver à faire de l'archéologie en fait, pour de la rétrodoc, comme on dit. C'est ça. Ça, je pense, c'est la pire des choses. Voilà, il y a pour moi tous les aspects peut-être d'impact RH, d'intégration. C'est justement les nouveaux venus, comment on les fait rentrer dans l'entreprise, comment on les intègre, comment ils prennent assez de connaissances pour être productif, on va dire. Donc il y a la notion de productivité justement derrière, c'est-à-dire que tout le temps qu'on passe à rechercher une information dont on ne sait plus où elle est, c'est du temps en moins sur les projets, c'est moins de capacité à avancer, ou en tout cas beaucoup moins vite. C'est tout le côté maintenabilité des applications avec les risques de bugs qu'il peut y avoir derrière, la difficulté à les faire évoluer. Ça peut être aussi pour moi toutes les thématiques d'incompréhension qu'on peut avoir entre les parties prenantes. Moi, je pense que tu notes un point intéressant que j'ai souvent noté, c'est-à-dire que le vocabulaire aujourd'hui, c'est très problématique en entreprise parce que, alors nous, en tant que boîte de service, on passe d'une entreprise à une autre et puis des fois les mots n'ont pas le même sens d'entreprise en service, d'entreprise en entreprise, mais même des fois au sein d'une même entreprise, vous avez des termes entre services qui veulent pas du tout dire la même chose. Et ça, je pense que de se mettre d'accord déjà sur un vocable commun, comme tu dis, je pense que c'est clé dans une entreprise. Et finalement, il y a rarement ça dans les entreprises, c'est-à-dire le dictionnaire des mots et la signification qu'ils ont dans le contexte de l'entreprise. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et puis, et du coup, on peut se retrouver à plus être aligné, à croire qu'on parle de la même chose, alors qu'en fait, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré, en particulier dans une entreprise par laquelle je suis passé, où il y avait aussi un mélange de vocabulaire métier, mais de vocabulaire qui venait justement d'un des applicatifs que tout le monde se retrouvait à utiliser, y compris côté métier, donc un côté technique qui dérive côté métier, où quand on arrive comme ça, moi je suis allé au début, on entend tout le monde parler dans les réunions, on a l'impression que je comprends rien et il y a que moi, on croit que tout le monde parle de la même chose. Et puis quand on se met à poser des questions, moi j'aime bien le côté poser des questions bêtes, celui qui sait pas, pour comprendre vraiment, on revient un cran beaucoup plus bas, et on voit qu'en fait les gens parlent pas de la même chose. Et là on se dit quand on est justement face à des problèmes à résoudre, on comprend que ça avance pas très vite parce que en fait on se comprenait pas, quoi. Donc ça c'est. Mais tu vois, c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est-à-dire que par exemple moi je travaille de temps en temps avec des assurances. Et ne serait-ce que j'ai un cas où en fait j'ai fini par poser la question, mais c'est quoi une garantie? Et en fait il y avait 10 acteurs autour de la table et personne n'avait vraiment la même notion de ce que c'était qu'une garantie. Et pourtant tu te dis dans le domaine de l'assurance, ça devrait être, la définition devrait être partagée par tout le monde, et en fait pas tant que ça. Tout à fait. Donc ce que tu dis, moi ça fait tout à fait écho en moi. Ouais. Et peut-être, si tu permets, une des problématiques là où on en était, la dernière que je vois, c'est que qui peut être un peu centrale, c'est que le sujet de la gestion de la connaissance, souvent, c'est assez rébarbatif et ça intéresse pas grand monde. Voilà. Et ça peut. Et encore moins les informaticiens. Et encore moins les informaticiens, c'est clair. Et donc ça peut expliquer pourquoi c'est problématique. Ouais, et puis je pense, comme tu dis, ça intéresse pas les gens parce que en fait c'est quelque chose qui ne leur sert pas directement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au bénéfice de l'entreprise, mais ça les sert pas directement eux. Et du coup, ils en voient pas le gain immédiat, quoi. Oui. Ouais. Si on rentre un petit peu dans le concret des choses, concrètement, et moi c'est un sujet, j'ai jamais été capable, alors moi j'ai ma propre boîte, et tu vois, même dans ma propre boîte, je suis pas capable de dire quelles sont les connaissances et les informations essentielles à capitaliser. Est-ce que c'est de la technique? Est-ce que c'est beaucoup plus de fonctionnel? Comment on fait le tri entre ce qui est intéressant de ce qui n'est pas intéressant? Est-ce que tu as des pistes à nous donner là-dessus? Alors moi, j'ai pas de recette toute faite. C'est aussi un domaine où je suis en recherche.
je cherche des bonnes façons de faire, des bonnes pratiques. C'est aussi assez différent en fonction de l'entreprise dans laquelle on est, parce qu'elle peut ne pas avoir le même niveau de maturité, parfois le même niveau d'exigence. Ça peut aussi dépendre de sa taille. Concrètement, déterminer où mettre le curseur, c'est vrai que c'est pas évident. Alors moi, j'ai tendance à dire déjà, il faut il y a une notion un peu de culture. Ce qui est important, pour moi, c'est de le faire au fil de l'eau, en fait, et que ce soit un petit peu ancré dans les pratiques. Ça, c'est un point essentiel, parce que sinon, en fait, si on le fait pas au fur et à mesure, je pense que tu vois de quoi je parle. Tu dis ouais, je le ferai plus tard. Le je ferai plus tard. En fait, on n'a jamais le temps. Hein, on est passé à autre chose. Le moment où on en a vraiment besoin et on est au pied du mur, la marche, elle est énorme pour réussir à tout reconstruire, tout recapitaliser. Voilà, et c'est là où ça devient problématique, où ça se met à coûter cher, où on doit dépenser plein de temps qu'on n'a pas. Donc vraiment, un des points clés pour moi, c'est le côté de dire, bah, allez, ça doit être en permanence. Voilà, alors, après, quand on dit ça, c'est un peu la vision idéale, parce que la réalité du terrain, c'est qu'aussi on est sur plein de sujets, il faut aller vite, il y a des échéances projets. Donc voilà, pour moi, il y a certainement une notion peut-être de sagesse à avoir, de se dire bah ouais, je l'ai un peu budgété ce temps, cet effort, je l'ai planifié pour me dire je le fais au fil de l'eau. C'est prévu dans le projet. Et si jamais on n'a pas le temps de faire tout de suite, vraiment, ça fait partie des actions qu'on a notées à faire très rapidement, en fait, peut-être parfois après la clôture du projet ou après la livraison. Donc ça, c'est une chose. Après, sur où mettre le curseur, c'est pas évident. Bon, il y a peut-être des fondamentaux qu'on voit un peu partout. Effectivement, je pense voilà, les cahiers des charges, les exigences, les spécifications, ça revient. Je pense on les trouve partout, les documents d'architecture. Voilà. Après, encore une fois, en fonction des contextes, des projets, des entreprises, il peut y avoir plus. Qui est dur à déterminer, c'est effectivement c'est quoi l'information utile, parce que le piège aussi, et peut-être on peut voir ça dans des grandes organisations, tu vois, où au niveau qualité c'est beaucoup plus organisé, service qualité, tu as une liste de documents qu'il faut absolument avoir remplis, où en fait on les remplit et personne les utilisera jamais, quoi. Jamais. Donc ça c'est l'autre écueil, c'est on en fait des dizaines, des centaines de pages qui servent à rien, ce qui freine encore plus les gens à faire ça. Donc, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est de trouver l'information utile et exploitable. Souvent, moi, un des critères, c'est de dire, voilà, c'est quoi au moins le minimum qui me permet de comprendre la situation, le projet, ce qui a été fait, les grands principes, l'information minimum, qui va me permettre en tout cas derrière, peut-être par un raisonnement intellectuel, d'aller plus loin. Mais voilà, il y a un peu le niveau zéro qui est indispensable, et sans quoi, bah en fait, on est perdu. Et là, effectivement, on prend la pelle et la pioche, et puis. Moi, là où je partage ton constat, c'est que alors surtout sur le trop de documentation. Par exemple, tu parles du cahier des charges, c'est un cas typique. Il y a des clients, en pensant bien faire, ils nous envoient des cahiers des charges qui font 300 pages et compagnie, mais en fait, c'est des humains en face. Donc, s'ils écrivent 300 pages, personne n'a envie de se lire 300 pages d'un cahier des charges. Et du coup, en fait, finalement, c'est plus contre-productif qu'autre chose parce qu'on va dégoûter les gens. Et ça, je pense que c'est dur de trouver justement le bon niveau. Moi, j'ai tendance à dire, et c'est ce que je reproche, je sais pas si tu partageras mon avis, je reproche beaucoup ça aux normes. C'est-à-dire que les normes donnent un ensemble de documents, un ensemble de paragraphes, et du coup, en fait, dans plein de cas, c'est comme ça veut gérer tous les cas, il y a plein de cas où ça s'applique pas, et du coup, on se retrouve avec des documents infinis dont on n'a pas du tout envie de les lire, quoi. Hélas, oui. Voilà. Après, il y a des domaines d'activité où on n'a pas le choix, là. Il faut effectivement, faut en passer par là. Et là, c'est vrai que c'est pas toujours le plus plaisant. Mais oui, il peut y avoir un manque de pragmatisme, en fait, effectivement, par rapport à ça. Quand tu parles de documentation, d'outils, moi, ma question, c'est quoi le bon outil? Alors, moi, j'ai tout essayé, hein. Je vais te dire, la DocWord, le Wiki, le super outil de ticketing. J'ai pas d'avis aujourd'hui sur c'est quoi le meilleur outil de capitalisation. Alors, il y en a qui vont vous dire c'est SharePoint, vous faites des super documents. Il y en a qui vont dire je vais tout mettre dans un gestionnaire de sources, c'est fantastique.
Au final, moi, j'ai pas d'avis fort sur le sujet. J'ai vu des trucs pourris dans tous les secteurs. Donc, je voulais savoir si toi, Nicolas, t'avais une recommandation et comment vous le faites chez Trescal. Encore une fois, là aussi, moi, je suis en recherche et j'ai vu beaucoup de choses et souvent on fait aussi avec l'historique ou les outils qu'il y a en place où on arrive et puis après on essaie de les faire évoluer. Là, comme ça, je sais pas, en grande ligne directrice, alors longtemps il y a eu effectivement les documents Word sur des serveurs de fichiers. J'avoue que j'ai tendance à détester ça, surtout quand il y a un grand volume d'informations. Je trouve que c'est inextricable au bout d'un moment. Je sais pas s'il y a un historique de 5-10 ans parfois, tout s'est accumulé, il y a je sais pas combien de versions et encore quand on a la chance que la dernière version elle soit pas restée dans la boîte mail de quelqu'un et qu'elle ait été oubliée sur le serveur de fichiers et puis voilà il y a très peu possibilité d'aller rechercher dedans, enfin je veux dire il n'y a pas de moteur de recherche comme ça, donc ça c'est vrai que moi alors j'ai tendance comme ça à penser que c'est un petit peu le passé ça, voilà. Alors maintenant il y a des outils effectivement beaucoup plus puissants, tu parles SharePoint. Moi j'aime beaucoup les wikis en fait. Et il y a une des entreprises dans laquelle j'ai travaillé où il y avait vraiment cette culture, tout était dans le wiki, mais pas que l'IT, vraiment toute la partie métier, les process et tout était dedans. Et franchement ça m'avait impressionné, j'avais trouvé ça efficace avec voilà, tout cet intérêt tout le monde pouvait contribuer. Et ça, c'est important. Voilà. C'est quand même assez souple, facile d'aller modifier. Il y a ce côté lien hypertexte où justement, on peut facilement basculer entre le côté très technique, mais aller faire référence à fonctionnellement ou d'un point de vue métier, à quoi c'est lié. Ça, je trouve ça c'est super puissant et utile. Il y a ce côté gestion de l'historique des versions, c'est aussi très important par moment de pouvoir remonter, se dire attends mais qu'est-ce qui a changé à quel moment, voilà. Donc moi j'aime bien effectivement les wikis, ça peut avoir bien sûr ses écueils aussi. Je pense que la grosse difficulté après c'est comment on organise l'information à l'intérieur, parce qu'on peut aussi et comment on la met à jour quoi. Ouais. Oui, parce que moi, j'ai souvent le cas du client qui me dit on a tout dans un wiki, j'arrive dans le wiki et c'est la jungle, quoi. C'est-à-dire, il y a 300 000 pages. Et puis, en fait, les pages, elles ont 3 lignes dedans parce que le gars commence à faire une prise de notes et voilà. Et on sait jamais si c'est à jour, en fait. Et en fait, moi, je trouve que, et ça va être ma question d'après, c'est OK, on a choisi un outil, OK, on a fait l'effort. Comment on maintient à jour le truc? Parce qu'il y a pas, moi, je trouve, il n'y a pas plus déceptif que quand tu as passé 1 heure sur la doc, tu le lis, puis tu vas voir le client, tu dis bon j'ai bien lu, vous m'aviez écrit ça dans la doc, et puis ah non mais ça c'est plus à jour, ça c'était quand il y avait Marc qui était là, mais maintenant qu'il est plus là, c'est plus ça. Et là tu te dis ah non mais là ça me flingue quoi. Oui, clairement. Donc l'outil ça fait pas tout, hein, c'est vrai partout. Donc là après oui, il y a des questions de gouvernance d'entreprise là sur la partie vraiment organisation de l'information et sur la thématique de qui met à jour et quand. Alors moi, j'ai tendance à dire, voilà, tout le monde doit contribuer. Voilà, c'est important et effectivement qu'il n'y ait pas quelques personnes qui se sentent exclues en disant non, c'est que je sais pas le chef de projet par exemple, c'est sa responsabilité et donc moi je laisse des trucs dans mon coin effectivement ou dans mon espace perso et puis je le recapitalise pas avec le reste. Donc oui, là j'ai pas non plus de recette miracle. Je pense vraiment que c'est une affaire de sensibilisation de tout le monde et encore une fois de tous les instants, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est le plus dur, je pense, c'est d'établir une culture et pour ça, alors il y a un côté discipline, peut-être une règle. Et là, il y a des personnes qui peuvent être des garants ou des garde-fous pour aller justement rassembler tout le monde et faire en sorte que tout le monde contribue. Et puis il y a ce côté et pour que ça marche, je pense à un moment réussir à faire comprendre pourquoi c'est utile. Voilà. Donc que celui qui doit contribuer et à un moment on est constaté, fait l'expérience de l'utilité par lui-même. Et puis il y a ce côté, alors, je sais pas, moi c'est peut-être un gros mot que je vais employer là, le côté altruiste. Tu vois, c'est de dire, je pense à celui qui vient derrière quand même. Bon, parce que voilà, aujourd'hui c'est moi, demain je passe la main, je passe à autre chose. Bah oui, quand même, j'ai quand même le côté savoir que je dois faciliter la vie de celui qui va venir derrière, sachant
que sur un autre projet, ou même celui-ci, ça pourrait être moi, parce que ça arrive Ouais, c'est aussi ça. de revenir 6 mois, 1 an plus tard, d'avoir un petit peu, d'être passé à autre chose, d'avoir tout oublié et dire mince, j'avais pas noté ça, qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là. Donc, faut aussi penser à ça. Ouais, Donc, et ça, je pense que alors, je vais faire un petit aparté pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous écoutent. Parce que quand on est jeune, on est convaincu qu'on se souviendra de tout. C'est-à-dire, moi, enfin, je sais pas si t'étais comme ça, mais moi, jeune, je me disais, mais pourquoi je documenterais, je m'en souviendrais. Et en fait, quand on a quelques années d'expérience, qu'on a vu beaucoup de contextes projets, beaucoup de choses, en fait, les choses effacent, les nouveaux projets effacent les anciens, et en fait, on peut pas se baser sur sa mémoire. C'est-à-dire que on peut plus se faire confiance, même si c'est important de garder les choses en mémoire, mais en fait, si on n'écrit pas, on a quand même une mémoire, le cerveau, c'est un peu volatile quand même, la mémoire qu'il y a dedans. oui. Je sais pas si tu partages ce constat, mais... Oui, complètement. Oui, mais alors moi, il y a des choses dont je me souviens encore qui datent d'il y a des années, mais la réalité, et aussi dans pas mal de gens que j'ai croisés, hein, et ça a pu m'étonner parfois chez des devs. Hein, il y en a, je veux dire, 1 mois après qu'ils aient terminé un projet, tu leur poses une question. Et en fait, ils disent, je sais pas pourquoi on avait fait ça. Alors moi, ça a tendance à m'étonner parce que je crois que j'ai une rémanence un petit peu plus grande. Mais bon, voilà, la réalité, c'est ça. Et de toute façon, le principe, je pense, voilà, vaut mieux anticiper ça et dire, voilà, on capitalise le moment venu. Si on avance un peu, moi, j'avais des questions un petit peu pratico-pratiques sur tout ce qui tourne autour. Est-ce que tu capitalises tout ce qui tourne autour des comités, tout ce qui tourne autour des justifications de décision, ce genre de choses, et tout ce qui est PV de réunion, enfin, je sais pas, tout ce qui tourne autour du process qui a amené à un choix. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, tu penses, est important de capitaliser, ou au contraire, ça va plutôt créer du bruit dans la documentation et dans la capitalisation? Non, je pense vraiment qu'il faut le capitaliser. Alors après, c'est voilà, le mettre au bon endroit pour que justement ce soit pas du bruit, mais qu'on puisse facilement venir s'y référer s'il y a besoin. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est très important. C'est ne serait-ce que parfois pour pas se retrouver piégé dans non, on n'avait pas dit ça. Si, justement, on l'a noté. Donc voilà, tel jour, telle heure, telle personne était présente et voilà ce qu'on a dit. Non, c'est très important. Ça, et puis après, ça se fait effectivement. Donc il y a plein de façons de le faire. Le pire, je pense, c'est de le laisser dans des mails qui restent dans la boîte des gens et puis qui finissent par disparaître, ou alors s'amonceler parmi des dizaines de milliers. Donc voilà, faut aussi trouver un endroit à le faire. Il y a des outils classiques qui existent sur un projet, les RIDA, c'est relevé d'informations, décisions, actions. Je pense maintenant, dans les wikis, si vous utilisez des wikis, il y a les templates automatiques qui sont qui sont bien faits pour ça. Moi, il y a un truc que je trouve qu'on documente pas assez. C'est le pourquoi on n'a pas fait les choses. C'est assez bizarre de dire ça, mais souvent, tu vois, on se retrouve dans des projets où, je sais pas, et tu te dis, mais pourquoi dans le passé ils n'ont pas fait ça? Et tu crois intelligent parce que tu te dis, ils sont stupides, les gars qui étaient là il y a 10 ans, ils auraient dû faire comme ça. Alors qu'en fait, probablement que s'ils n'avaient pas fait ça, il y avait des raisons, mais qui sont partis avec l'eau du bain, quoi. Et souvent, je trouve que des fois, on refait des choses dans l'entreprise qui ont échoué par le passé, et en fait, on a perdu la notion de capitaliser l'échec. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et là-dessus, c'est souvent les échecs ils sont supprimés, tu vois, dans les entreprises, on n'en parle pas, ils sont pas documentés, et du coup nous des fois, moi j'ai des cas très précis en tête où on arrive chez le client en disant ils sont vraiment nuls ce client, franchement ils auraient dû faire ça depuis très longtemps, et puis après tu le fais, tu échoues, et tu t'aperçois qu'à mon avis un truc que les anciens avaient déjà s'étaient aperçus, et en fait on n'a pas cette notion de documenter l'échec, je pense. Oui. Pas assez en tout cas. Pas assez. Je pense que ça peut se faire au moment justement des rétex projets. Hein, et en général, dans les bonnes pratiques, on met ça un peu le côté leçon apprise. Voilà, qu'est-ce qu'on referait, qu'est-ce qu'on ne refait pas, qu'est-ce qu'il faut garder. Ça, c'est un élément. Souvent, on prend pas le temps justement. Voilà, le projet est fini, on bascule sur autre chose. Alors que vraiment, c'est indispensable de prendre ce recul un moment et puis de le capitaliser. Bon, comment on fait pour gérer le problème du turnover? Comment on fait pour gérer quand quelqu'un part? Comment on fait pour que... Parce que là, souvent, moi, ce que je vois chez les clients, qui me paraît pas une bonne pratique, c'est le gars part, et 2 semaines avant, lui dire, tes 2 dernières semaines, hein, tu capitalises tout ce que tu faisais, mon grand. Et ça marche pas, quoi. Ouais. Enfin, moi, mon avis, c'est que ça marche pas. C'est quoi les bonnes pratiques?
bonne pratique, c'est encore. Alors je me répète, hein, mais c'est le côté effectivement au fil de l'eau, voilà, de pas attendre la sortie des personnes en fait. Hein, pour moi, tout joue dans l'historique qui y a avant. Je sais pas, dans des outils, moi que j'aime bien, Skill Matrix, enfin, matrice de compétences, hein, justement où on prend le temps de dire voilà, dans l'équipe qui maîtrise quoi. Ça permet justement de voir où il peut y avoir des trous dans la raquette. Et donc des dangers s'il y en a un qui part, bah tiens, tout ce que les autres sauront pas faire, en tout cas le moment venu. Moi j'aime bien le côté pas laisser des gens être les uniques sachants en fait sur un projet, une techno, une tâche en particulier. Ça c'est super important. Alors après, tout dépend aussi des tailles d'entreprise. On peut être dans des équipes qui parfois sont limitées en taille et à un moment, bah ouais, il y en a un qui prend le lead sur un sujet, puis il y a ah bah non, mais c'est lui. Ça, aussi un des pires des trucs que j'ai rencontré, c'est quand tu poses la question à chaque fois, ah bah non, on sait pas, c'est un tel, c'est lui qui fait. Et tu reviens un an plus tard, tu peux, bah non, c'est un tel. Et à un moment tu dis bah c'est pas possible en fait. C'est bon c'est un risque personne, pour l'entreprise. C'est un risque pour l'entreprise qui est très grand. Donc je pense voilà dans les bonnes pratiques, c'est régulièrement essayer de faire le tour. Et moi j'aime bien le côté au moins qu'il y a la couche haute. Voilà, la couche haute de la connaissance qui est répartie entre tout le monde. Après, inévitablement, il y a des gens qui sont des experts d'un sujet. Voilà, je parle pour leurs compétences, parce que voilà, historiquement, c'est eux qui ont travaillé là-dessus, mais qui est au moins le minimum qui soit réparti. Et je pense que voilà, essayer de faire des sessions régulières de partage de connaissances dans l'équipe, c'est extrêmement important. Et puis voilà. Travailler en binôme, ça peut être une solution. Hein, là, tu parlais de backup à l'instant. C'est ça. Essayer de identifier les SPOF, si on prend un terme technique, tu vois, et les éviter. Voilà. Après, je dis ça. Encore une fois, hein, c'est à confronter à la réalité qu'on connaît tous, mais en tout cas, il faut le garder en tête. Voilà. Tu l'as dit, ça n'emballe personne. C'est ennuyeux à mourir d'écrire de la conversation. Est-ce que tu as des petits tips, des petites astuces pour essayer de rendre ça un peu plus fun? Comment tu motives tes équipes? Comment tu leur donnes l'envie de faire justement ce petit côté altruisme, comme tu le disais tout à l'heure? Alors, créer l'envie, je sais pas. J'ai pas forcément toujours réussi jusqu'ici. Moi, j'aime bien le côté, en tout cas, ce qui peut faciliter, c'est le côté interview. C'est-à-dire que c'est très dur de demander à quelqu'un, bon bah vas-y pour tel jour, faut que tu aies formalisé la connaissance, parce que comme tous, on est face à une page blanche, en général on n'aime pas quoi. Et on se dit bah, d'accord, par quoi je commence, qu'est-ce qu'il faut que je mette et tout. À mon avis, quelque chose qui facilite vraiment, c'est d'être voilà à deux ou à plus avec le sachant. Et puis en face, une ou plusieurs personnes qui vont poser les questions. Je pense que ça déverrouille très vite. C'est de l'humain, quoi. Et exactement, c'est de l'humain. Ça permet, bah voilà, soi-même, on a tous nos biais. On croit, bah tiens, c'est telle chose qui est importante, telle chose est une évidence, donc je vais pas le redire. Et donc avoir en face des personnes qui posent des questions, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être, bêtes entre guillemets. Voilà, ça permet de parcourir tout ce qu'on n'a pas pensé et se forcer à voilà parfois le fait de le dire oralement, c'est aussi plus facile que de devoir l'écrire. Donc si quelqu'un, il y a un peu celui qui joue le rôle de scribe, j'ai envie de dire, voilà, je pense que ça peut vraiment faciliter la tâche et la rendre beaucoup moins rébarbative, plus vivante, indigeste, tout simplement aussi. Ouais, c'est dans les choses que je verrais. Peut-être, allez, si on veut rendre le truc vraiment fun à un moment aussi, c'est le côté dire bah tiens, on peut se faire des quiz aussi régulièrement, je sais pas, autour lors de réunions d'équipe, hein, ça peut être aussi un sujet sympa pour aussi redynamiser. Et puis je sais pas si tu connais, à une époque j'avais utilisé ce truc Kahoot, voilà, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, mais à une époque je trouvais ça bien, le côté un petit peu quiz fun, où les gens vont s'intéresser en fait par un peu le côté gamification à bah tiens, ça m'intéresse de prendre la connaissance, et puis là-dessus voilà, c'est des
petits tips que j'ai. Et puis les outils aussi, je pense, ils font beaucoup. Peut-être les modèles, à disposer de modèles de documents. C'est ça aussi pour pas être encore une fois face à la page blanche. Si j'ai un canevas, par exemple, qu'on va réutiliser, améliorer dans le temps, voilà, tout ça aide. Ça aide. Bon, il faut que je te pose la question parce que c'est un petit peu la gimmick et la mode du moment. Est-ce que l'IA, ça peut nous aider? Est-ce que ça peut nous aider ou est-ce que ça va nous générer des téraoctets de docs inutiles et creuses? Volontairement, je suis provoque sur ce sujet. Alors, je j'ai pas encore pris le temps de vraiment de le creuser en détail. Bien sûr, je me suis renseigné, j'ai regardé ce qui est possible de faire. Moi, l'intérêt que je vois justement avec les IA génératives, c'est le côté un peu qui peut rédiger à notre place. Voilà, c'est ce qui est un peu promu par certaines boîtes actuellement, le côté assistant personnel en fait. Voilà. Et donc je pense vraiment que là, ça. Ton super stagiaire. C'est ça. Là, j'imagine que ça peut vraiment être très utile. Donc, il y a le côté formalisation qui peut aider à ça. Et puis, l'autre versant, je pense, c'est le côté exploitation. C'est justement face à une grande masse d'informations, comment aller retrouver, exploiter celle qui est pertinente. Voilà, encore une fois, j'ai pas assez creusé je l'ai pas mis en pratique, mais de ce que je vois, ce que j'en connais, vraiment là-dessus, je suis intimement convaincu qu'il va y avoir des progrès, que ça peut être une aide. Alors, tu sais que moi, dans un cas, alors c'est un peu à la limite de ce que tu dis, mais moi, je l'utilise de plus en plus, par exemple, pour les gros cahiers des charges. Je lui fais charger le gros cahier des charges et je lui pose des questions. Quand justement, tu sais que tu es en phase de rédaction, et puis tu dis, il a dit ça, le client, et du coup, tu poses la question, il te répond dans le document où il l'a trouvé, du coup, tu dis, ah oui, c'est bon. Et ça permet sur des gros trucs de gagner le un côté peu. Synthèse, voilà, aussi pour gagner du temps face à quelque chose. Synthèse, ouais, le côté synthèse. Il va falloir 3 heures pour le lire. Ouais, donc. Ouais, c'est clair. Allez, je vais te poser une dernière question, la question du vieux aigri qui est en moi. Est-ce que, depuis qu'on a inventé cette sacro-sainte agilité, on n'a pas rendu le process de capitalisation beaucoup plus compliqué? Est-ce que c'était pas beaucoup plus simple quand on faisait du bon vieux cycle en V, où on avait des gros specs, des cahiers de recettes, il y avait des versions très formalisées, on savait la version 1, la version 2. Est-ce que cette agilité, ce versionning constant, cette évolutivité constante, est-ce que c'est pas finalement devenu de manière orthogonale à la capitalisation et puis à la bonne gestion d'un projet informatique? C'est ma question de vieux. Non, mais je la partage en fait, et c'est aussi ça fait partie de mes questionnements en fait de comment bien gérer ça, voilà, dans le contexte de l'agilité. Alors avant, effectivement, c'était le côté passage obligé. En fait, il n'y avait pas le choix, c'était dans le process, donc on devait le faire. Ça avait effectivement le mérite d'avoir quelque chose il y a une espèce de bloc qui existe. Moi, ce que je vois comme problématique avec l'agilité, c'est justement tout ce côté incrémental, tous ces outils type Jira, pour pas les citer, qui sont extrêmement important et utile, mais aussi voilà, je décompose très finement et puis ça s'ajoute dans le temps, mais pour moi on a du mal a posteriori à retrouver justement la cohérence de l'ensemble en fait. Il manque ce côté comment je réagrège l'information, parce que si je sais pas, 2 ans plus tard, je dois retrouver 50 user stories pour comprendre qu'est-ce que ça devrait faire aujourd'hui avec toutes les modifications qu'il y a eu ou l'évolution qu'il y a eu entre les deux. Là, ça devient pareil, intellectuellement, ça devient très compliqué. Pour moi, c'est la grosse problématique. Alors, j'ai pas de recette miracle. Moi, ce que j'ai peut-être trouvé de mieux aujourd'hui, c'est de se dire, bah voilà, il faut avoir en parallèle un peu les deux versions. Tout cette décomposition fine, cette historique dans les tickets qu'on va pouvoir aller aussi requêter à un moment, qui va être utile, voilà. Mais à côté, je pense qu'il faut maintenir une version agrégée. Quand on parle de spec, par exemple, voilà. Je sais pas, je serais preneur de ce qui se fait de mieux aujourd'hui là-dessus, mais je suis assez convaincu que c'est utile d'avoir cette version agrégée. Voilà, en un coup d'œil, j'ai envie de te dire, voilà, comment ça doit fonctionner, qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui. Moi, je pense que c'est, pour finir là-dessus, je pense que c'est pas parce qu'il y a une traçabilité dans les tickets, une traçabilité de la prise d'information et de l'information que nécessairement ça permet d'avoir une capitalisation qui soit efficace. Comme tu dis, aller farfouiller parmi les user stories et les tickets sur un Jira,
pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est pas hyper fun, quoi. Et puis ça donne pas envie de le faire. Ouais, tout à fait. Avec tout ce qui est en plus, qui a été mis dans les commentaires successifs. Bon. Le temps avance, on va essayer de passer un petit peu à la conclusion. Moi, j'aime bien poser 2-3 petites questions pour finir. Est-ce que tu as encore un rêve technologique ou un rêve de projet? Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui t'anime? Alors, il y a des choses qui m'animent, heureusement. Rêve, je le dirais pas comme ça. Alors, le côté technique, de par mon rôle aujourd'hui, je suis moins dedans que je l'étais par le passé, même si ça m'intéresse évidemment énormément. Peut-être aujourd'hui, moi, ce que je recherche, c'est la techno, tu sais, qui fait l'effet waouh, en fait, le truc qui, c'est super ça. Et puis, moi, j'aime bien la simplicité. Je la recherche aussi dans mon, dans mon quotidien, parce que je suis face à une grande quantité d'informations, de thématiques très diverses. DSI, voilà. T'es à la croisée de tout le monde. Donc moi j'aime bien la techno qui t'apporte du service et plutôt que de te générer des nœuds au cerveau. Voilà. Alors il y a peut-être des gens qui vont se dire le côté complexe, c'est excitant intellectuellement. Moi je suis plus là-dedans, donc je suis plutôt dans ça, ce côté simplicité. Et puis je crois que j'ai toujours eu, même quand j'étais dev, moi, le côté programmation objet, j'aimais ça, le côté Lego. Je réinvente pas la roue, mais j'assemble des choses qui rendent un service et qui sont utiles. Voilà. Est-ce que tu peux me donner une définition parmi... Je vais te donner 4 termes et tu vas me donner une définition avec tes propres mots. Tu peux choisir entre... C'est quoi pour toi une bonne technologie, un bon projet, un bon développement ou un bon développeur? Je te laisse parmi les 4 celui que tu veux et essaie de me donner pour toi quelle serait la bonne définition pour Nicolas, DSI de Trescal. Je vais prendre un bon projet. Moi, un bon projet, c'est celui qui donne envie en fait de continuer et d'enchaîner avec un autre en fait. Voilà. Il y a cette notion d'envie, de satisfaction. Pour moi, elle est clé. Là, on n'est plus du tout, tu vois, dans la technique ou quoi aux caisses. Et c'est celui qui fait que toutes les parties prenantes sont satisfaites et ça a créé du lien. Ça, c'est pour moi extrêmement important au niveau de l'entreprise. Voilà. Donc la notion de continuité, quoi. Un bon projet, c'est celui qui enchaîne sur un autre projet. Oui, c'est ça. Plutôt que le truc qui dit pourvu que ça n'arrive jamais à nouveau. Et... oh là là, il est fini. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ensemble? Parce que ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nicolas, est-ce que tu as un dernier conseil pour nos auditeurs? Je te laisse libre, tu peux dire ce que tu veux, quelque chose qui va rester pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les DSI, pour n'importe qui. Non, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est ça, si je reviens à la thématique de la gestion de la connaissance, c'est qu'il faut y prêter attention. C'est quelque chose qu'il faut surtout pas négliger. Encore une fois, le côté au fil de l'eau, plutôt que d'avoir un truc extrêmement difficile à refaire d'un bloc plus tard, c'est vraiment ça. Et puis puis de penser à l'intérêt, de ses autres, de ses collègues par exemple, et l'intérêt de l'entreprise. Penser au bien commun. C'est exactement ça. Je pense que ça tourne beaucoup autour de ça. Et je pense qu'on finira là-dessus parce que moi je suis d'accord avec toi. Je pense que ce que les jeunes ont de plus en plus de mal dans l'entreprise à avoir, c'est cette notion du bien commun et de se dire que l'entreprise est plus grande que la somme des individualités et qu'il y a un projet, quoi. Nicolas, merci. Merci à toi. Et puis ravi de t'avoir eu sur l'antenne. Merci beaucoup et puis j'espère à bientôt.